Poker XY Showdown, l'émission qui t'apprend, te comprend, te détend, te surprend. Tous les mardis à 21h sur French Poker Radio, la meilleure des web radios. Mais pourquoi est-il si méchant ? Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Poker XY Showdown. Je suis en compagnie de Stéphane Matteux. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Anthony, bonsoir tout le monde. Comment ça va ? Bah écoute, ça va pas mal, tranquillement. Ok, donc je vais te présenter un petit peu. Donc tu as quitté les cours de tennis en 99. C'est ça, oui. Tu es parti aux États-Unis et tu as suivi un MBA, un Master of Business Administration. Ouais, c'est ça, j'ai terminé en 95, ouais. En 95 ? Ouais, Okay. Pardon, en 2005. Ah, en 2005 pour le Master. Ouais, pour le master, ouais. De 2000 à 2005, j'étais à l'école, ouais. Donc tu aurais pu continuer dans le métier du tennis puisque on t'a proposé de devenir coach, je crois. Ouais, c'est ça, bah, j'ai coaché d'ailleurs, j'ai coaché dans le cadre de mes études quand j'étais aux États-Unis. J'étais assistant coach donc des équipes universitaires à UNLV, à Las Vegas. Ouais. C'est vrai que la reconversion classique un peu des joueurs en général de haut niveau, c'est de devenir moniteur ou entraîneur. J'avais passé aussi mon BE, mon brevet d'État en France en 98, je crois, donc 2 ans avant d'arrêter. Mais bon, la vérité, c'est que j'étais pas très motivé, moi, pour rester encore dans le tennis. J'avais l'impression d'avoir pas fait le tour parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à faire, mais j'ai passé ma vie dans le tennis jusqu'à l'âge de 27 ans. Et donc ensuite, je l'ai fait encore pour me payer mes études, mais c'est vrai que mon objectif, moi, c'était un petit peu de voir si je pouvais faire autre chose que ça, justement. Ok. Tu suis toujours le tennis ? Je suis ça a des moyens, quoi. J'ai encore pas mal de potes qui sont soit sur le circuit qui jouent, soit des coachs, puisque bon, maintenant je suis moi la génération un petit peu plus âgée. Donc voilà, j'ai encore pas mal de copains qui sont actifs sur le circuit, mais c'est vrai que je suis quand même vachement moins impliqué. Je suis pas vraiment à jour des résultats au jour le jour. J'ai beaucoup de potes d'ailleurs qui sont très étonnés. À chaque fois, ils me demandent un petit peu des nouvelles du circuit et tout ça. Et c'est vrai que je suis pas super à jour, à vrai dire. Ok. Ça tombe bien parce que tu vas avoir le droit à une interview Roland Garros. D'accord. Ça marche. Et donc, j'ai lu que tu avais appris on va venir un petit peu sur le poker. J'ai vu que tu avais appris le poker avec Gus Hansen. Oui, c'est ça. C'est une histoire un peu. Ça s'est passé un petit peu de manière. C'était une grosse coïncidence, quoi. J'ai été contacté, donc j'étais toujours à Vegas, c'était en 2005, je crois. Ouais. On m'a appelé en fait pour faire un pari de tennis à la base, puisque je jouais encore un petit peu là-bas à Las Vegas, et moi le niveau était pas très élevé. Tu tapais la été balle, réputé quoi. comme étant le meilleur joueur local. Donc on m'a appelé pour faire un pari de tennis. C'est une histoire un peu à la con. Je vais jouer sur une jambe contre un type. Ouais. C'est un mec qui m'a appelé, je savais pas trop qui c'était. Bref. Le pari finalement s'est pas fait, mais le type qui m'avait appelé m'a dit viens quand même. Donc le jour où on avait convenu du pari, il m'a dit viens quand même demain au club. Je voudrais que tu rencontres un ami à moi qui est joueur de poker et qui est aussi un bon joueur de tennis, qui cherche un partenaire. Il est beaucoup à Vegas. Et voilà, il cherche des gens avec qui jouer. Il a jamais trouvé personne d'un niveau correct. Ouais. Et voilà, cette personne-là, c'était Gus. Je me suis pointé le lendemain, moi. Donc j'ai rencontré Gus. J'avais aucune notion du poker, de rien, quoi que ce soit. On m'a présenté Gus. Et puis on est devenus assez potes. En fait, on a commencé à jouer régulièrement. On est devenus potes. Et au fil du temps, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à ce que lui faisait. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le poker. Un jour, il m'a proposé d'aller voir du poker. Et là, donc la première partie de poker à laquelle j'ai assisté, c'était le Big Game au Bellagio. Où il y avait toutes les superstars du poker qui jouaient à l'époque 4000, 8000 en limite dans la salle dans Bobby's Room. Waouh, c'est une belle initiation. Ouais, c'est une initiation même. C'est presque avec le recul. Bon, c'était une expérience incroyable, mais c'est presque trop parce que moi, c'est vrai que je connaissais absolument rien. C'est-à-dire que je connaissais même pas les règles. Tu arrivais sur les grosses limites. Voilà, je suis arrivé. Il y avait une tonne de pognon sur la table. J'ai vu les mecs qui avaient genre à 300 ou 400 000 $. Tu vois, il y avait des jetons. J'arrivais même pas moi à comprendre comment il pouvait y avoir autant d'argent en jetons. Ouais. Et puis avec le recul, je connaissais aucun des mecs, mais bon, c'était vraiment toutes les superstars, encore d'aujourd'hui, mais de l'époque. C'était donc il y avait Brunson, il y avait Barry Greenstein, il y avait Johnny Chan, il y avait David Benjamin.
je crois qu'il y avait Patrick Antonius, Jennifer Harman, Ivy. Enfin voilà, c'était vraiment le truc. Et c'est vrai que moi, je me suis retrouvé largué dans ce truc-là sans connaître en plus un seul des mecs. Moi, j'étais là avec mon pote Gus. Voilà. Et du coup, t'as pas tapé la balle avec lui alors? Et du coup, on a commencé avant le poker. En fait, on est devenus potes vraiment à travers le tennis. C'est-à-dire qu'on a joué, on a commencé à jouer très régulièrement pendant, disons, presque un an. On jouait 3-4 fois par semaine, quoi. Il venait à l'université, puisque moi j'étais encore là-bas coach et donc étudiant, et il venait s'entraîner avec moi 3-4 fois par semaine. Ouais. Moi, j'ai vu quelques vidéos. Il tape bien la balle, hein. Ouais, bah, c'est un bon joueur. Lui, il était en équipe nationale du Danemark, donc chez les juniors, je pense, quand il avait 16-17 ans. Ouais. Et puis c'est vrai qu'il s'est tourné après assez vite vers autre chose parce que il y avait le gambling, il était déjà très bon au backgammon et puis sa vie l'a emmené un petit peu dans d'autres directions. Mais voilà, c'est un mec qui aurait été un bon semi-pro au tennis, donc clairement c'est un bon joueur. Ouais. De toute façon, tu as fréquenté en fait tous ces joueurs, ex-joueurs de tennis qui sont venus au poker, comme Hansen, comme on le disait, Antonius et Benjamin aussi. Exactement. Benjamin, c'est un petit peu différent parce que lui, tu l'avais rencontré avant. Ouais, on se connaissait depuis qu'on était gamin, depuis qu'on avait 13-14 ans, puisqu'on on a qu'un an d'écart. Donc dans les catégories de jeunes de tennis, David était dans les meilleurs joueurs français et moi aussi. Et du coup, on se croisait sur les championnats de France, dans les championnats régionaux, dans les tournois internationaux et tout ça, depuis qu'on était tout minot. Mais c'est vrai qu'on s'était pas vu avec David depuis. Lui avait arrêté quand il avait 17-18 ans parce qu'il avait des problèmes de dos. Enfin, il avait un problème assez grave de dos. Donc il a arrêté complètement, il a disparu du circuit entre guillemets tennis et puis donc du coup moi je l'avais pas vu depuis maintenant on était en 2004, ça faisait je sais pas depuis 90, ça faisait 15 ans qu'on s'était pas vu quoi. Et vos retrouvailles sont assez et on s'est sont vu pas mal hein, justement, et c'était rigolo parce que c'est le jour justement où j'ai rencontré Gus qu'on s'est retrouvé avec David, on s'était pas vu depuis 15 ans, on s'est croisés, on s'est pas reconnu pour être honnête parce que lui avait pris pas mal de poids et puis il était sorti complètement en fait complètement du milieu tennis, c'est-à-dire qu'il n'avait plus aucune connexion à ça et ça nous a pris un moment par personne interposée d'abord en discutant. Moi je croyais qu'il me mitonnait quand il me disait qu'il avait été dans les meilleurs joueurs français juniors et tout ça, je me disais c'est pas possible, le mec me raconte n'importe quoi tout ça et puis au bout de 5-10 minutes où tous les deux on avait l'impression de se mitonner l'un l'autre, j'ai fini par lui dire mais c'est quoi ton nom de famille, et il m'a dit David Benjamin, et je lui ai dit Stéphane Matteux, et donc là c'était marrant, ça faisait un quart d'heure qu'on parlait et en fait il y a eu ça a recommencé, putain comment ça va, etc. Donc c'était assez rigolo. Et donc vous aviez joué ensemble quand vous étiez plus jeune? On n'en s'est jamais, je crois pas qu'on se soit jamais joué en compète officielle, mais on s'est retrouvés sur pas mal de déplacements effectivement ensemble, les championnats de France comme je te disais, enfin tu vois tout un tas de circuits où les joueurs se retrouvent très régulièrement, donc on se connaissait bien. Ouais. Ok. Et puis et puis donc j'ai aussi Patrick Antonius aussi est devenu un pote pareil par le biais du tennis, puisque à l'époque comme aujourd'hui d'ailleurs ils passent un petit peu moins de temps tous à Vegas qu'à l'époque. Ouais. Mais c'est vrai qu'à cette période-là, donc 2005, 2006, 2007, les mecs étaient au moins la moitié de l'année à Vegas, puisqu'il y avait le big game quand même qui tournait beaucoup. Donc Patrick était là-bas aussi avec David et Gus, et j'ai aussi pas mal joué au tennis avec Patrick Antonius, et je suis devenu assez pote avec lui aussi. Ouais. Ok, il tape bien la balle aussi, hein. Je l'ai vu aussi en vidéo, il a un sacré service. Hein. Il m'a impressionné. Physique, puissant, tout, c'est un très bon joueur aussi. Ouais. Ok. Et donc je l'ai pas dit, mais tu étais coach poker pour Winamax? Alors je suis aujourd'hui le manager, je suis le manager du team pro Winamax depuis milieu 2010, depuis mai 2010, ouais. Ok. À quoi ça ressemble la journée d'un coach? Sur Winamax, évidemment. Alors c'est compliqué parce que alors il y a le terme coach qu'on m'a donné au tout début. La vérité c'est que je me considère comme un coach, mais je suis plus aujourd'hui manager quand même d'un groupe, quoi. Ça s'apparente quand même beaucoup plus à de la logistique, de l'organisation, et c'est vraiment du pure management plus que du coaching, je dirais, en l'état. Donc une journée type, je peux pas vraiment t'en donner une. C'est ça qui me plaît dans ce boulot. C'est que ça change tout le temps. C'est que ça change tout le temps. Tu vois, aujourd'hui, j'ai une dizaine de joueurs dont je m'occupe. Donc ça va du planning, il y a des inscriptions dans les tournois, il y a le suivi de ce qui se passe sur le site, ce que font les mecs, leur présence sur le site, le blog, les contenus, les réservations,
les RP, planifier, tu vois, les interviews avec les médias, les relations avec tout le monde, mettre en place on a les challenges des pros, par exemple, sur Winamax qui tournent, notamment, on en a en ce moment avec Ludovic Krill, notre Mike Dou. Voilà, donc c'est un petit peu, disons que il y a plein d'activités finalement inhérentes au team, et moi je supervise un petit peu tout ça, quoi. Et c'est un petit peu de la coordination, et c'est beaucoup d'organisation, de management. Mais voilà, encore une fois, ce qui est cool, c'est que d'un jour sur l'autre, c'est jamais la même chose. Là, tu vois, en ce moment, on est en train de préparer un petit peu les échéances. Il y a la finale du Winamax Poker Tour qui arrive au Cercle Clichy-Montmartre, qui va commencer le 28, là, dans quelques jours. Donc là, grosse orga, il va y avoir tout le team pro, bien entendu. On va avoir pas mal de people Winamax, tout ça. Donc ça, c'est par exemple une grosse mise en place. Après, bon, une fois que ça c'est fini, on se prépare pour le PT Londres, où là je me déplace. Moi, je bouge avec les joueurs aussi sur tous les gros tournois de l'année. Donc voilà, voilà. Pour résumer, il y a pas vraiment de journée type. Tu vois, quand je suis sur les tournois, c'est encore différent. C'est plus là du catering, enfin, où je m'occupe des joueurs de plus près. Je m'assure que tout va bien quand ils sont sur les tournois, qu'ils ont besoin de rien, qu'ils sont dans des bonnes conditions pour jouer. Voilà. Donc il y a un petit peu de tout, ouais, dans mon job. Ludovic Krill, qui est l'avant-dernier arrivé, je crois, puisque derrière il y a eu Kulchen. Ouais, on a Kulchen qui est arrivé. Qui a fait une arrivée fracassante, parce que j'ai vu dans les studios quand il est arrivé, voilà, ça déchire la vidéo. Quand il arrive dans le studio et qu'il se met à chanter, waouh. Ouais, ça c'était c'est énorme. C'était génial. Le truc a été super bien amené. Lui, il est arrivé, il a fait un freestyle qui a défoncé. Là, ça a duré longtemps d'ailleurs. Il a fait un freestyle de presque 10 minutes, et c'est clair que c'était une arrivée fracassante. Ouais. Il y a un joueur qui sort du lot dans le team Winamax. Non, il y a pas vraiment de joueur qui sort du lot aujourd'hui. Moi, je pense que ce qui est génial justement dans ce taf, c'est que j'ai beaucoup de joueurs à gérer, entre guillemets. J'en avais en 2010 quand je suis arrivé, il y en avait 14. Aujourd'hui, il y en a 10. Et ce qui est cool justement, ce qui est un défi à la fois et en même temps quelque chose que moi j'apprécie, c'est que justement il y a des personnalités très très différentes, et chacun vraiment a sa façon d'être, et sa fierté et ses défauts et ses qualités, et du coup c'est un petit peu mon job à moi de faire en sorte que tout ça fonctionne bien, et d'arriver à gérer un petit peu les différences dans les personnalités, dans les façons de se comporter de tous. Donc c'est difficile de dire est-ce qu'il y a un joueur qui sort du lot. Après, ça dépend des catégories dans lesquelles tu classes. Bon, clairement, on a Davidi qui a la triple crame, donc clairement lui c'est le plus accompli des joueurs pros qu'on a aujourd'hui. Maintenant, il y a beaucoup des autres joueurs qui ont clairement pas à pâlir au niveau du palmarès non plus, puisqu'on a Ludo qui a gagné à San Remo, qui a quand même maintenant fait plus que ses preuves sur le circuit, et finalement tu regardes le palmarès de tous les joueurs, ils ont tous quand même fait des résultats exceptionnels à un moment ou à un autre. Donc voilà, c'est difficile moi je raisonne pas comme ça, tu vois, je me dis pas il y a un mec qui est au-dessus des autres et tout ça. L'idée c'est vraiment de faire en sorte que le groupe, qu'il y ait une vraie émulation, et que tout le monde bosse ensemble, et que vraiment tout le monde tire tout le monde vers le haut le plus possible, tu vois. Et c'est vrai que en tout cas sur l'année 2012, j'ai l'impression que les fruits, tu vois, tout le travail d'avant a un petit peu porté ses fruits, et on a une année exceptionnelle en gagnant 2 EPT avec Gaël Bowman qui fait 10e au main event l'année dernière. Pour moi, grosse perf. C'est plus ça c'est vraiment ça que je recherche moi, en tout cas dans ma position, et plutôt que, tu vois, de privilégier un joueur, ou en me disant, ou de protéger ou de mettre en avant plus un joueur que les autres. L'idée c'est vraiment d'essayer d'évoluer en groupe, et que tout le monde optimise sa façon de jouer et sa carrière grâce aux autres et au travail en groupe, quoi. Ouais, t'essaies de suivre tous les joueurs quand ils sont en tournoi? J'ai pas compris, pardon. Tu essayes de suivre tous les joueurs quand ils sont en tournoi? Ouais, en tournoi, je me déplace avec eux pratiquement toute l'année. Je suis sur la route entre 22 et 28 semaines par an, selon le calendrier des tournois. Donc ouais, dès qu'il y a au moins 3 ou 4 joueurs du team qui se déplacent quelque part, voilà, je fais les valises et je pars avec eux. Donc voilà, c'est un programme de voyage chargé. Ouais. Comment t'es venu en fait à ça, et devenir coach? C'est un petit peu, si on revient, si on rembobine un petit peu et qu'on revient à l'époque donc de 2005, quand je suis pote avec Gus. Ouais. On passait beaucoup de temps à Vegas, voilà, on se voyait pour le tennis, on était potes, lui m'a fait découvrir le poker et tout ça, et puis on a pas mal échangé. Ouais. Et puis c'est vrai que moi,
plus je passais du temps avec lui et j'observais un petit peu le monde du poker pro à l'époque, mais bon, lui, c'était plus le gros cash game, tout ça. Il a fini par m'amener au World Series aussi, et puis j'ai découvert vraiment l'ambiance World Series, donc c'était en 2005. Et moi, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, mais il y a quand même, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des similarités incroyables avec ce que je connaissais, c'est-à-dire le tennis, moi, en tout cas le sport de haut niveau, que ce soit au niveau de la vie, du voyage, de la compète. Il y avait vraiment énormément de choses qui me semblaient être très proches de ça. Et puis, c'est vrai que plus j'en parlais avec Gus et plus je les observais tous évoluer, plus je me disais, moi, aujourd'hui, je pense que j'ai une expérience qui peut aider des mecs un petit peu à optimiser leur carrière et leurs résultats, parce que bon, clairement, ils sont pas très bien préparés. Enfin, c'était vraiment un euphémisme de dire ça en 2005, parce que les mecs faisaient absolument n'importe quoi. Ouais. Mais au-delà de là, de ça, je me suis dit, bon, voilà, moi, je pense qu'aujourd'hui, avec mes connaissances, j'avais étudié le business, je bossais un peu dans l'immobilier à l'époque. J'avais des notions de business, j'avais des notions du sport, j'avais des notions de préparation et de coaching, et je me suis dit, je pense que le tout de mes compétences peut aider un mec à devenir meilleur au poker, quoi. Et j'en ai parlé avec Gus, on a pas mal débattu sur le sujet. Lui m'a proposé, en fait, fin 2005, de m'occuper de lui, de devenir son manager. C'est lui le premier, qui t'a proposé, ouais. Voilà. Donc là, c'est clair que c'est à ce moment-là, je pense que l'idée, moi, est devenue vraiment concrète dans ma tête. Je lui ai dit non, malheureusement, parce que je venais juste de signer pour un job dans l'immobilier à Vegas. Donc aujourd'hui, l'hôtel s'appelle le Cosmopolitan. Je pense que tous les gens qui ont été à Vegas savent de quoi je parle. Ouais. Mais à l'époque, c'était un projet mixte immobilier et hôtel, et moi j'étais sur la partie immobilière, puisqu'on vendait à l'époque les unités comme des résidences. Et voilà, donc j'ai été embauché par ce projet-là. C'est pour ça que j'ai refusé la proposition de Gus. Mais c'est vrai que l'idée, moi, m'est en fait toujours restée en tête malgré ça. Donc voilà, il est passé encore quelques années, de 2005 à 2008, disons de 2006 à 2008, où c'est un petit peu encore mûri dans ma tête. J'étais encore en position de faire ça, de bosser avec des joueurs. J'ai eu quelques opportunités. J'ai parlé notamment avec David Benjamin pendant un moment aussi en 2008. Et puis finalement, je suis arrivé un peu à la croisée des chemins. J'ai arrêté mon job dans l'immobilier, ça me plaisait plus trop. Mmh. Et j'ai rencontré Elki à ce moment-là. Donc là, on était en mars 2008. Et bon, c'était dans le cadre d'une émission et il s'est pas passé grand-chose de plus qu'une simple rencontre, voilà. Et mais je connaissais aussi Jacques Zaitchik, donc qui est un peu son mentor depuis quelques années maintenant, que j'avais rencontré l'année précédente à Vegas. Mmh. Et en discutant en fait avec Jacques, on s'est retrouvés tous au World Series, donc 2008 maintenant. Et c'est vrai qu'en discutant, Jacques et moi, on s'est rendu compte qu'on avait la même vision de l'approche par rapport aux joueurs pro de poker, et notamment la vision par rapport au bienfait que pourrait apporter du management et du coaching. Et voilà, c'est vrai que Jacques m'a aidé à mettre en place la collaboration avec Elki. Je suis parti, donc le premier joueur avec lequel j'ai bossé, c'est Elki, mais à l'époque, il y avait aussi donc Jacques qui était dans ce groupe-là et Rémi Biéchel qui était avec nous. Et c'est comme ça que s'est créé, entre guillemets, notre petite team à nous, mais c'était une team organisationnelle, c'était pas une team sponsorisée ni quoi que ce soit. Et voilà, et puis le pari, on l'a fait. Moi, je suis parti, j'ai fait mes bagages, j'ai quitté Las Vegas et je suis parti sur le circuit avec eux. Et c'est comme ça que je suis venu à ce métier-là. Quand tu dis que vous vous êtes retrouvé à un tournoi de poker, tu jouais ? Est-ce que je joue au poker, c'est la question ? Ouais. J'ai pas entendu. Je jouais comme tout le monde. Hein. Moi, quand j'ai découvert donc un petit peu ça recoupe encore un petit peu. Bon, quand j'ai découvert le jeu avec Gus, bien entendu, je me suis un petit peu intéressé. J'ai rencontré aussi par l'intermédiaire de David Benjamin quelqu'un qui est devenu un super ami, pratiquement de la famille, c'est Fabrice Soulier. Ça, c'était début 2006, puisqu'on a fini d'ailleurs à habiter ensemble à Vegas pendant presque 2 ans. Ensuite, donc on est devenus très potes aussi avec Fab. Fab, c'est lui qui m'a vraiment appris, je dirais, à jouer. Plus que Gus avait pu le faire, parce que bon, c'est vrai que Gus, quand les mecs qui sont dans un pot de 200 ou 300K, c'est compliqué de demander au mec pourquoi est-ce que tu as raise le turn, tu vois, ou des trucs comme ça. Donc, Fab, il a passé un peu plus de temps à me montrer vraiment comment ça fonctionnait, etc. Et donc oui, j'ai joué comme tous les gens, je pense, qui sont dans ce milieu-là aujourd'hui. Il faut avoir un petit peu la passion quand même du jeu au début. Et moi, je l'ai encore toujours. C'est vrai que j'ai plus le temps de le faire, mais j'ai passé, en 2006, j'ai passé au moins 7 ou 8 mois à faire mes gammes entre guillemets de grinder de MTT sur Internet, ouais. Ok.
Alors voilà, après ça s'est arrêté effectivement quand j'ai commencé à bosser très rapidement. J'ai arrêté de jouer parce que j'en avais juste pas le temps, quoi. Donc Ok, voilà. ok. Et Fabrice, lui, vivait déjà depuis un moment aussi à Las Vegas, hein. Non, justement, lui, en 2006, il C'est à était ce un peu moment-là dans qu'il est le arrivé? truc, il était à New York, début 2006, c'est là qu'il a pris la décision de venir habiter à Vegas, et il a été un petit peu entre les deux pendant encore quelques mois. Il est venu s'installer, en fait, en 2007, il est venu s'installer pour de bon à Vegas, quoi. Ouais, d'où le superbe document What's Poker. Exactement, et ça, c'était tourné, That's Poker, ça a été tourné justement, c'était tourné au World Series 2006, si je dis pas de conneries, et donc à l'époque, Fab justement était entre les deux, il se demandait, voilà, il passait beaucoup de temps à Vegas, et puis il se demandait s'il allait pas prendre une maison, et puis venir pour de bon là-bas, quoi. Ok. Donc c'est toi qui lui a forcé la main un petit peu. Ouais, je pense que c'est un petit peu, tout a un petit peu correspondu, c'est vrai que ça s'est bien goupillé, voilà, on est devenu potes, lui se sentait bien à Vegas, il y avait des opportunités, il y avait dans le poker, ça se passait quand même vraiment là-bas à l'époque, hein, tu vois, lui Il y avait que jouait là-bas, encore ouais. beaucoup en cash game et tout ça, et c'est vrai que bon, les plus belles parties étaient là-bas. Bon, Vegas, c'est quand même, quand tu es joueur de poker, c'est difficile à contourner comme endroit, donc voilà, ça s'est fait un petit peu assez naturellement finalement, Ouais, ouais. Avant l'Europe, quoi. avant l'Europe, exactement. Ah, tu parlais de Elki, ça fait quoi de coacher le plus grand joueur français de poker? Bah écoute, ça a été une expérience incroyable, hein, à tous les niveaux. Je peux pas, il y a rien à dire moi, j'ai vécu que avec le recul, j'ai vécu que des super moments. Bon, bien entendu, comme dans toute collaboration, il y a aussi des moments un petit peu plus difficiles et tout ça, mais enfin ça, c'est juste la vie. Moi, enfin, je- j'ai une gratitude incroyable d'abord pour avoir eu la chance de bosser avec lui, que Jacques m'ait aussi donné cette chance au début, parce que bon, c'est vrai qu'on partait quand même de très loin. Moi je me souviens le tout premier tournoi où j'étais pour le coup, elle qui était pas là, mais j'étais avec Jacques et Rémi, mais on était au Barrière Poker Tour à Anguin en 2008, où c'était la première fois en fait que je me déplaçais moi en tant que coach. Les mecs nous prenaient pour des fous, quoi. Enfin, les joueurs me disaient, mais qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton job et tout, enfin, avec un petit sourire en coin et tout. Ouais, Enfin, ouais. c'est vraiment pour des pour C'était des pas très répandu encore, coach. et voilà, et c'est vrai que bon, le faire, d'abord être le premier à le faire, c'était génial, et puis bon, le faire avec Elki, c'était fabuleux aussi, parce que effectivement, voilà, le mec, c'est un des plus grands champions de poker. Pour moi, c'est un champion tout court dans sa façon d'être, dans son approche du truc, dans son désir d'être le meilleur, voilà, dans l'abnégation qu'il a et les sacrifices qu'il fait pour être au niveau où il est. C'est clair que quand t'es dans ma position, c'est-à-dire la position du coach ou du manager, bosser avec un mec comme ça, c'est un bonheur incroyable, parce que le type, il sait très bien où il veut aller, ses objectifs sont très clairs, et puis surtout, il dévoue 100% de ses ressources à ce qu'il essaye d'atteindre. Donc c'est clair que ça va plus vite, je pense, qu'avec beaucoup de gens. Et voilà, et puis en plus de ça, le type a un talent extraordinaire au poker. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'est assez difficile de dire le contraire, Ouais. vu le palmarès du type. Donc voilà, ouais, c'était une expérience géniale. C'était très fatigant. On a bossé presque un peu moins de 2 ans ensemble, mais on était sur une base de 45 semaines par an de voyage. Donc ça c'était le côté un petit peu violent, parce que voilà, parce que j'avais l'impression qu'on s'arrêtait jamais, on soufflait jamais. Et bon, aujourd'hui, il est toujours sur ce rythme un petit peu. Ouais. Mais ouais, voilà, non, enfin, je peux pas, il y a rien eu qui n'ait pas été une expérience enrichissante en fait dans notre collaboration. Où intervient justement le coaching avec Elki? Alors pour le coup avec Elki, enfin moi j'étais plus qu'aujourd'hui je le suis avec Winamax dans une position de coach, pour la simple et bonne raison que on vivait ensemble pratiquement 365 jours par an, quoi. On allait tout le temps partout ensemble. Moi je gérais absolument tout pour lui, c'est-à-dire que donc j'étais son coach, mais j'étais aussi son manager, c'est-à-dire que c'est moi qui m'occupais de tous ses emails, de tout l'administratif de A à Z. Lui en fait l'idée c'était que la seule chose qu'il avait à faire, c'était de jouer au poker, quoi. Donc moi je m'occupais de tout ça, les billets d'avion, les hôtels, les trucs, tout, enfin tout ce que tu peux penser, c'était moi qui m'en occupais. Et lui, l'idée c'était qu'il arrive, qu'il s'assoie à la table et qu'il soit le meilleur joueur de poker possible. Voilà, qu'il ait pas à s'occuper du reste. Ouais. Voilà, donc ça c'était le côté administratif, et le côté coaching, comme effectivement je n'étais que avec lui,
Bon, assez vite, parce que c'est vrai que la première année, il y avait aussi Rémi et Jacques, mais bon, assez vite, parce que Elki marchait super bien, qui faisait des résultats incroyables. C'est vrai que l'énergie un petit peu de tout le monde s'est concentrée plus vers lui. Ouais. Ouais, donc là, il y avait plus de coaching, parce qu'effectivement, ben, on était tout le temps ensemble. Donc, on faisait des débriefings à tous les breaks de tous les tournois, tous les soirs de tous les tournois, on faisait des débriefings. Et c'est vrai que là, pour le coup, j'avais beaucoup plus de temps, moi, pour pouvoir faire vraiment un travail de coaching, l'aider justement ben, voilà, à définir ses objectifs, à essayer d'ajuster au fur et à mesure, à discuter de comment il jouait, comment il se sentait, comment on pouvait optimiser tout ça, comment on pouvait constamment améliorer, essayer de progresser voilà, dans sa carrière et dans ses résultats et dans ses performances. Donc ouais, il y avait plus clairement de coaching à cette époque-là que je peux le faire aujourd'hui avec 10 joueurs parce que bah, tout simplement, je peux pas me couper en 10 et j'ai pas le temps de faire ça avec 10 personnes en même temps, quoi. Ouais. Voilà. Ton rôle durant les tournois? Tu parles avec Elki ou avec Winamax? En général, mais bon, comme tu as plus coaché Elki, puisqu'après tu dis que tu fais du management avec Wina. Bah, avec Winam, le rôle, moi, encore une fois, les grandes lignes sont les mêmes, quoi. C'est-à-dire que moi, enfin, en tout cas, comment moi je comprends mon rôle Ouais. Tu pendant gères les tout tournois. autour pour que le joueur en fait arrive à la table et ne soit concentré que sur les cartes, quoi, sur le jeu. Exactement, c'est-à-dire que j'essaye vraiment de faciliter au plus possible, de soulager, si tu veux, tous les à côté, tous les trucs un peu chiants à faire, les réservations, tu vois comment ça se passe le process pour les tickets, ça c'est souvent une question, tu vois, le matin quand tu arrives pour ton tournoi, bon, qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je vais retirer ma carte, est-ce qu'il faut que je fasse une carte de casino, tous ces trucs-là. Donc moi j'essaye, si tu veux, de m'occuper de tous ces trucs-là en amont le plus possible. Je peux pas toujours le faire, mais c'est-à-dire que l'idée c'est que si je peux pas le faire, au moins je donne le max d'infos à mes joueurs, tu vois, pour que eux aient le moins de temps possible à passer là-dessus. Même chose sur les hôtels, sur les réservations, sur les plans qui sont intéressants ou pas intéressants, quand réserver le billet, tous ces trucs-là. Et voilà, et l'idée donc c'est que eux arrivent dans les conditions, si tu veux, les moins stressantes possibles à la table. Le mieux préparé possible et puis ensuite une fois que le tournoi a démarré, bon voilà, après ça dépend des joueurs, il y a des mecs qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de parler pas mal pendant les breaks, il y en a d'autres qui en ont moins besoin, qui sont plus autonomes et tout ça, donc ça après c'est un petit peu c'est au cas par cas selon ce que les mecs demandent. Moi je suis à leur disposition si tu veux pour voilà pour les aider, pour soulager quoi que ce soit, tu vois, par exemple je coordonne les dinner breaks, dès que je peux je vais trouver un resto dans le coin où je peux réserver une table, éventuellement commander à l'avance, que les mecs puissent sortir de leur table de poker, s'asseoir à la table du resto, manger et repartir, tu vois, sans avoir eu rien à penser, voilà, que se changer un petit peu les idées, etc. Donc voilà, c'est un petit peu, ça devient, ouais, il y a un petit, je sais même pas comment décrire ça, c'est un petit peu presque de la conciergerie aussi, tu vois, c'est juste essayer de mettre les mecs dans les meilleures conditions possibles, quoi. Ton rôle avant le tournoi? Mon rôle avant, bon bah au-delà de l'inscription pure et simple, mais bon ça c'est du pur administratif. Moi, après j'ai un rôle, moi je pense que j'ai un rôle qui est plus global autour de justement de la gestion de carrière. C'est-à-dire que moi ce que j'essaye de faire comprendre aux joueurs depuis que je fais ce métier, c'est justement l'importance de voir une carrière comme une carrière de pro, comme De haut ferait niveau. un athlète par exemple. Ouais. C'est-à-dire là, pour moi, être pro de poker, c'est pas se dire ah ben tiens qu'est-ce que je fais cette semaine, il y a quoi comme tournoi, tiens ben je vais m'inscrire là parce que j'ai envie de jouer ou tiens je vais peut-être faire ça, je vais faire un site. Pour moi, le principe c'est qu'il doit y avoir un planning, il doit y avoir une logistique, il doit y avoir une structure dans tout ça, dans le planning de tournoi, dans pourquoi est-ce qu'on décide de jouer, dans la préparation. Ça c'est un truc sur lequel moi j'ai énormément insisté, que ce soit au niveau de l'hygiène de vie, de la préparation du planning de tournoi, de la récup. Tu vois comment les mecs dorment, comment ils mangent, faire du sport ou pas faire du sport, toutes ces choses-là. Donc voilà, moi mon rôle, il va, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire. Alors après, je peux pas être avec eux tout le temps pour le faire, mais si au moins déjà je réussis à leur faire comprendre le concept de ça et qu'ensuite eux se donnent les moyens ou pas tu vois, d'avoir une meilleure hygiène de vie, de prendre un coach sportif ou d'aller parler avec un nutritionniste ou de comprendre, tu vois, que c'est important de faire un planning de tournoi le plus tôt possible, genre 3, 4 mois, 6 mois à l'avance si possible. Voilà, c'est ça un petit peu moi ce que j'essaye de faire avec eux. T'es un peu le Giroud du poker, quoi.
Je suis, ouais, bah, je sais pas ce que faisait exactement Giroud, mais Bah, il surveillait que les mecs aillent pas en boîte, il les ramenait à la maison. ouais, bah, c'est un petit peu ça. Bon, après, moi, enfin, tu vois, les types à la fin font ce qu'ils veulent. Hein. Je veux dire, moi, j'ai été Ouais, aussi. C'est là pour en revenir à ce que je disais avant que je pense qu'il y a des vraies similarités. C'est que c'est une discipline individuelle quand même. Le poker, tu vois, c'est pas comme c'est tout à pas fait. un Ouais. sport de collectif. Ça, je pense que c'est important qu'on fasse qu'on différencie ça. Moi, c'est pour ça que je me suis senti proche. En tout cas, j'ai eu l'impression de comprendre ce qui se passait parce que avec mon passé, moi, de joueur de tennis, donc qui est aussi hein, une discipline très très individualiste. Donc à la fin, l'idée c'est que les mecs ils prennent leurs décisions. Je veux dire, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si le mec a envie de sortir et de se bourrer la gueule la veille d'un tournoi, bon, c'est ça, ça regarde que lui. Moi, mon discours, ça a juste été, voilà, aujourd'hui, je suis parti moi du postulat, bon, qui est toujours un débat, mais que cette discipline c'était comme un sport Mhm. que le poker, il fallait l'aborder. En tout cas, le poker professionnel, parce que c'est important aussi de faire cette nuance. On ne parle pas du poker amateur où les types jouent pour s'amuser. Ça, c'est encore un monde différent, je pense. Ouais. Mais moi, je suis parti du principe que dans la mesure où le type, un joueur se disait, bon, moi, je suis assez bon pour gagner ma vie en jouant au poker. Et par extension donc en poker de tournoi parce que c'est vrai que c'est aussi une niche un peu assez particulière et ben moi je me suis dit pour que le mec soit bon il faut tout simplement qu'il gère sa carrière comme le fait n'importe quel athlète professionnel qui voyage toute l'année parce que voilà parce que il faut gérer justement les voyages, la fatigue, les décalages horaires, la compète, la frustration, la pression, les enjeux, tous ces trucs là et ça c'est ni plus ni moins la même chose qu'au tennis ou qu'au golf ou que n'importe quelle discipline individuelle donc effectivement c'était un peu une vision qui n'existait pas. Enfin, moi, j'ai rien inventé, tu vois. C'était juste une vision que je connaissais parce que Ouais. bah, j'ai vécu comme ça moi-même. Et je me suis juste dit, c'est fou que cette vision-là n'existe pas encore dans le poker, tu vois. Ça, c'était Ouais. en 2005, hein, c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, je pense que les mentalités ont vachement changé, mais c'est vrai que, ouais, donc j'étais un peu le guirou, en tout cas, j'étais un peu le mec qui arrivait d'un seul coup. On parlait de se structurer, de se planifier, enfin, Ouais. tu vois, C'est pour ça d'être un que peu les autres plus pro, tout simplement, quoi. c'est pour ça que les autres te regardaient comme un extraterrestre, quoi. Exactement, c'est pour ça parce qu'au début, c'est vrai que l'image du poker, tu vois, encore plus il y a 5-6 ans, c'était vraiment, le poker c'est fabuleux, on gagne du pognon, on fait la fête, on fait ce qu'on veut, on arrive à la table bourrée et tout ça. Bon, mais le problème, c'est que ça, enfin, moi, en voyant ça, je me suis dit, c'est bien ça, mais ça va durer un temps parce que l'idée, c'est qu'il y a justement tellement d'argent en jeu, il y a des sponsors, maintenant, il commence à y avoir des médias autour du truc, là, encore une fois, il y a 6 ans. Et je me suis dit, forcément, le truc va se structurer, forcément, ça va se professionnaliser parce que les types qui ont eu assez de talent pour être bons sans travailler, sans se préparer et gagner, ça va pas durer éternellement. Il va y avoir d'autres mecs qui vont voir l'opportunité et qui vont, eux, commencer à travailler. Et du coup, le niveau va augmenter et du coup, ça va être de plus en plus dur. Et du coup, quand ça va être de plus en plus dur, pour gagner, ben, il va falloir être plus pro et mieux préparé que les autres. Donc voilà, c'est juste que je pense que j'ai vu ça à l'avance par rapport aux autres. Tu vois, j'étais un peu précurseur dans cette vision de comment ça allait évoluer, quoi. Ouais, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont disparu, hein, des anciens joueurs qu'on voit plus au haut niveau, hein, Ah bah en étant... c'est clair que c'est le jour aujourd'hui tu vois je trouve que ça a évolué sur les 5 dernières années tu vois quand tu regardes et l'étape finale des tournois et comment tous les mecs se préparent et même l'ambiance dans les tournois c'est marrant j'en parlais l'autre jour avec nos reporters là, de Wina avec Benjo Harper et tout ça Ouais, ça a vachement changé. C'est-à-dire que l'ambiance, tu vois, d'un tournoi, même à Deauville, par exemple, où c'était encore il y a 4-5 ans, t'entendais des allez papa, des mecs qui claquaient les cartes sur la table toutes les 2 minutes et tout ça. C'était un peu la fête, tu vois, mais c'était encore vraiment du poker amateur. Aujourd'hui, tu vas dans le même tournoi à Deauville, on est en 2013. Et franchement, au jour 1, bon, t'as 2-3 mecs qui sont un petit peu fantasques et tout ça, mais dans l'ensemble, il n'y a pas de bruit. Les mecs, c'est des pros, tout le monde est concentré. Le soir, quand la journée est finie, tu vois plus trop les mecs en boîte et tu les vois plus trop ivres morts dans les bars. Bon, il y en a toujours 2-3 bien entendu, tu vois, mais moi je me souviens, enfin j'ai l'impression qu'à une époque c'était vraiment le style de vie du poker, c'était bon ben on joue au poker toute la journée, on fait la fête toute la nuit et on recommence le lendemain, tu vois. ouais. Et aujourd'hui, bah, tu vois plus ça parce que tout simplement c'est devenu une vraie discipline professionnelle, quoi. Beaucoup faisaient croire même qu'ils étaient bourrés à la table, alors que c'était pas vrai, hein. Oui, c'est possible aussi, on pouvait en jouer aussi, mais bon, il y en avait quand même quelques-uns. Moi, j'en ai vu des mecs aussi Et- bourrés, arriver bourrés à midi à la table, et je me disais, mais putain, mais comment les mecs font des tournois comme ça, où il y a autant d'enjeux, où tu peux potentiellement gagner autant d'argent, Mhm. et arriver bourré à la table, quoi. Enfin, ça me paraissait, je me disais, mais enfin, sur le long terme, le type, je sais pas ce qu'il espère, quoi. Comment il pense que ça peut marcher à long terme, je Ouais. comprends pas, tu vois. C'est notre Et vision voilà, du le poker, discours, ouais. c'était
Hein? C'est une autre vision du poker. C'est une autre vision du poker. Et c'est vrai que c'est pas venu tout seul non plus. Hein. Ça, je veux dire, la mentalité, elle n'a pas évolué en une semaine ou deux. Hein. Ça a pris du C'est temps. sûr. T'as des noms, non, à citer pour les mecs bourrés? Pour les mecs bourrés. Ils écoutent pas, vas-y. Non, mais par exemple, tu vois, non, mais je peux donner un exemple. Bon, maintenant, il y a prescription, mais par exemple, avec Elki, quand on a commencé, Ouais. en 2000, donc on était en 2008, c'était avant même qu'on bosse officiellement ensemble, si tu veux. Mais il était arrivé donc au début des World Series, il avait des paris de développer couché avec un mec. Et c'est pour ça qu'il m'avait appelé, en fait, parce qu'il m'avait demandé si je pouvais l'entraîner pour ces paris de développer couché. Ce pari, d'ailleurs, qui s'est pas fait. Qui s'est jamais fait. J'ai Exactement. dit ça, Parce ouais. que bon, pour des raisons et d'autres d'ailleurs, parce que des deux côtés, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas prêts. Mais bon, là, par exemple, tiens, ça c'est un autre exemple. Tu vois, aujourd'hui, s'ils prenaient le pari, les mecs, ils seraient prêts au moment du pari. Mais parce que voilà, ils font ça différemment. Bref, il est arrivé à Vegas en juin. Et donc on a déterminé le programme un petit peu d'entraînement et tout ça pour lui développer couché. Bon, le pari était très ambitieux à l'époque pour lui. Il le serait beaucoup moins aujourd'hui parce que bon, il est dans une forme physique incroyable. Mais donc on détermine le programme et tout ça. Et première séance, je lui donne rendez-vous à 9h du mat dans une salle de gym à Vegas. Il est arrivé pété quoi, en sortant de boîte. Et je lui dis mais attends, mais qu'est-ce que tu fais quoi? Enfin, Tu l'as envoyé se coucher, là? et bah oui, mais clairement. Enfin, tu vois, le papier, ça avait aucun intérêt, aucun sens de même essayer, tu vois. Il aurait même pu se blesser. Hein? Il aurait même pu se blesser. Et bah exactement, non mais c'est pour ça que j'ai fait insister, hein, tu vois, mais donc voilà, ce que je veux dire, c'est que ce genre de truc, c'était en 2008, c'était rigolo, c'était le début, c'était rigolo, bon même moi ça m'a fait marrer, je me suis dit mais attends le mec, mais qu'est-ce qu'il croit, tu vois, je lui dis, je vois pas ce que... Et c'est clair que tu vois, même lui aujourd'hui, si tu avais cette conversation avec lui, ça serait inconcevable aujourd'hui un truc comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est juste beaucoup plus carré, quoi, il y a pas où aller, c'est devenu beaucoup plus carré, donc voilà, ça c'était un exemple anecdotique que j'ai vécu moi avec lui, mais bon, enfin des mecs bourrés à la table, je te dis, jusqu'à il y a quelques années, moi j'avais l'impression d'en voir, il y en avait à chaque tournoi, quoi, t'arrivais à midi, les types ils étaient encore pétés, ils étaient sortis de boîte genre à 8h du mat, ils n'avaient pas dormi, enfin bon, c'était un truc de fou, quoi. Mais je désespère pas avoir Elki dans l'émission. Je vais lancer une invitation, justement. Ouais, mais il s'en souvient très bien de cette anecdote, c'est un peu notre running joke depuis, mais Ouais, tu m'étonnes. donc voilà. Donc, ton rôle après le tournoi, alors? Puisqu'on a fait avant, durant et après, alors? Ben, le rôle après le tournoi, encore une fois, bon, selon les joueurs, il y en a qui bossent plus ou moins rapprochés et qui demandent plus ou moins ce suivi. Mais moi, après le tournoi, bien entendu, je suis toujours là avec les mecs pour débriefer si tu as besoin. Pour boire un coup, non? Pour leur saouler la gueule, Boire un maintenant, coup, après ouais, c'est fini, après. Leur saouler la gueule, bon, quand il y a victoire éventuellement, mais même là, enfin, tu vois, pas forcément, mais Non, ils enchaînent ouais, en plus, souvent. ouais, souvent ils enchaînent, mais l'idée souvent c'est moi j'aime bien, je suis un très je suis un grand fan du débriefing, quoi. Tu vois, je pense que c'est important après des tournois de mettre un peu les choses à plat, de rediscuter, d'essayer d'identifier ce qui a été bien, ce qui a été moins bien, des choses qu'on peut améliorer pour la prochaine étape, parce que pour ma vision du truc, c'est que finalement ça s'arrête jamais, enfin à part le jour où tu décides que tu arrêtes de jouer au poker, enfin tu vois, comme un métier. Ouais. Mais pour moi, tant que t'as pas pris cette décision, ben c'est toujours un processus, c'est toujours une évolution, il faut toujours essayer de s'améliorer. Donc voilà, l'après-tournoi en général, c'est ça, c'est plus du débriefing, c'est bon, qu'est-ce qui se passe maintenant, comment t'as ressenti ce tournoi, qu'est-ce que tu peux travailler, qu'est-ce qu'on peut faire un peu mieux la prochaine fois, comment est-ce que moi je peux t'aider. Ouais. Voilà le rôle d'après-tournoi, quoi. Et puis ensuite, souvent, c'est bon, ben, maintenant, c'est où le prochain, c'est quoi l'hôtel où il faut aller, quand est-ce que tu arrives, à quelle heure tu as ton vol, tous ces trucs-là, quoi. Ça consiste en quoi la prépa, justement? Voilà, par exemple, avec le team Winamax, tu leur fais faire des exercices. J'ai vu une vidéo où ils faisaient un peu de sport, Ouais, on a fait. Nicolas Alors, Lévy, tout ça. j'ai introduit en 2000, je sais plus, c'est en 2011, je crois, pour la première fois, l'idée un petit peu d'un séminaire de préparation Ouais. qui n'existait pas vraiment avant. Donc, voilà, aujourd'hui, on en a fait deux. On en a fait un à Sofia Antipolis à côté de Nice, ça c'était en mars 2011, et on en a fait un deuxième l'année dernière à Anglet à côté de Biarritz. Et l'idée de ça, c'était justement de parler un petit peu de tous ces trucs-là, parce que c'est vrai que bon, moi, avec mon passé de joueur de tennis professionnel, bien entendu, j'ai disons une vision de l'hygiène de vie qui est quand même beaucoup plus stricte que la moyenne des gens, en tout cas beaucoup plus stricte que la grande majorité des joueurs de poker.
Donc ça, bien entendu, l'idée c'est un petit peu d'adapter le discours, hein. Je demande pas aux mecs d'être des athlètes professionnels, mais c'est clair qu'il y a, pour moi, il y a une grosse importance, hein, comme j'expliquais plus tôt, tu vois, par rapport à l'hygiène de vie, comment s'alimenter, comment dormir, comment récupérer, faire du sport ou pas. Et en fait, ces séminaires, quand je les ai mis en place, ça a été vraiment pour moi l'occasion de les immerger un petit peu dans un monde différent de ce qu'ils connaissaient, et surtout d'essayer de leur montrer, de leur faire découvrir d'autres notions, tu vois. Donc le premier séminaire, par exemple, j'ai fait intervenir une nutritionniste qui s'occupe de pas mal de coureurs automobiles, Ouais. qui leur a fait un cours tout simplement sur voilà, quels aliments sont bons ou pas bons selon qu'on a une activité physique ou cérébrale, tu vois, qu'est-ce qui peut être bénéfique ou pas. J'ai fait intervenir un kiné ostéo qui était l'ancien kiné de l'équipe de France de foot, qui leur expliquait, tu vois, l'importance d'être bien dans son corps, de la préparation physique, de ces choses-là, les blessures, les impacts des blessures, tous ces trucs-là. J'ai fait intervenir Denis Troche, qui est un ancien entraîneur du PSG, Ouais. que j'ai rencontré par intermédiaire de Vicage Lorasso, qui lui a fait plus un cours enfin tu vois, en tout cas une initiation, je dirais, à l'importance du coaching mental, tu vois, de la préparation mentale et toutes ces choses-là. Et c'est vrai que petit à petit, tu vois, bon, c'était un séminaire qui a duré 3-4 jours. On a agrémenté ça de séances de sport diverses et variées. Tu vois, ils ont fait du foot, de la boxe, du tennis. Et l'idée, c'était juste à la base de leur montrer, bon, mais voilà, il y a une autre manière que celle que vous connaissez de vous préparer. Mhm. Voilà ce que feraient des sportifs professionnels. Alors encore une fois, sans leur demander de vivre comme ça tout le temps, ce qui était important, c'était de leur faire découvrir d'abord que ça existait, et puis de deux, quels pouvaient être les bienfaits par rapport à ce qu'ils font eux, tu vois, parce que l'idée à la fin, c'est toujours bien entendu d'adapter ça à une activité de joueur poker professionnel. C'est Ouais, ouais. pas, encore une fois, on leur Le mec, demande il pas va pas courir un marathon. voilà, on leur Ouais. demande exactement, on leur demande pas de devenir des athlètes pro ni quoi que ce soit, mais petit à petit, tu vois, c'est vrai que je me suis rendu compte, moi, au début, j'ai pas l'impression que le premier séminaire avait vraiment très bien marché. J'étais un petit peu frustré parce que je trouvais que les mecs avaient pas vraiment retiré beaucoup tu vois, des enseignements, des choses qu'on leur avait montrées. Sauf que au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que finalement, il y avait plein des sujets qu'on avait abordés qui revenaient, tu vois, dans leur esprit. Ils en reparlaient, ils disaient ah, tiens ouais, je me souviens que la nutritionniste avait dit ça ou Denis Troche avait dit ça, etc., etc. Et puis finalement, je me suis dit bon bah c'est cool parce que petit à petit les mentalités évoluent. Du coup l'année dernière, on a refait ce séminaire-là où, bon, pareil, tu vois, beaucoup d'activités sportives. On a bossé un peu plus sur le côté mental, sur de l'échange. J'ai fait venir Pierre Gauthier, qui est aussi un ami de longue date, qui est coach mental, mais donc lui qui était aussi dans le tennis, qui bosse toujours avec plusieurs joueurs du team Winamax aujourd'hui. Et l'idée, c'est vrai que les types, je pense qu'au fur et à mesure, ils ont commencé vraiment à changer chacun à son niveau, encore une fois, et chacun à son rythme, mais ils ont changé un peu leur mentalité, leur vision du truc, et pour moi, ils sont devenus de meilleurs compétiteurs, ou ils sont devenus plus efficaces, en tout cas, dans leur façon voilà, d'apprendre leur propre préparation, et en tout cas d'essayer de chercher leur système, celui qui leur convient, pour optimiser leur façon de jouer au poker. Et c'est vrai que ça, c'est un truc je veux dire, ces questions-là, les mecs se les posaient pas il y a 2 ans, tu vois. Rien que le fait Ouais. qu'ils se les posent aujourd'hui, pour moi, c'est une véritable avancée. Donc voilà un petit peu l'idée, en tout cas ma vision de la préparation. Il y a des joueurs qui ont abandonné. Tu as abandonné la préparation, tu veux Ouais, dire? ouais, qui ont craqué, je sais pas. euh, Non, franchement, je pense pas. Non, bah, je pense que Il y en a pas un qui chacun t'a fait dit, ah ses c'est bon, expériences, si tu veux, Stéphane, tu vois. Stéphane, tu me fais chier, je jette les gants, Ben, démerde-toi, moi je vais non, jouer au parce poker. que je dirais que je suis pas moi directif dans ce sens. C'est-à-dire que moi vraiment, encore une fois, l'idée c'est que j'essaye de leur donner des outils, tu vois, de leur Ouais, montrer ce qui est disponible, ce qui existe, etc. Mais en aucun cas je les force, tu vois. Si le mec a pas envie de se lever, si je dis bon, moi je propose un footing, mais que le mec ça le fait chier, qu'il a pas envie d'y aller. Bon, c'est clair que quand tu es dans un esprit séminaire. De base, en général, tu te lèves, tu vois, parce que tu sais que tout le groupe se lève et tu sais que tu vas quand même un peu avoir l'air con si tu te lèves pas, tu vois. ouais, ouais. Donc, par exemple, tu vois, l'année dernière, on est allé Ouais, faire une sortie et puis VTT. t'as de quoi les faire respecter, t'es un grand costaud en plus. Ouais, voilà, exactement. Non, mais bon, à part ça, tu vois, c'est vrai qu'il y a aussi la notion quand même de groupe et d'être un peu soudé. C'est vrai que quand tu vas dans un séminaire, que tu sais que, bon, on fait une sortie VTT, que tout le monde y va, bon, bah, ça la fout mal d'être le seul à dire, non, finalement, moi, je vais pas y aller, tu vois, parce que tu passes pour un con, même vis-à-vis de toi-même, c'est moyen, tu vois. Donc, les Ouais. mecs, en général, ils ont toujours joué le jeu. Après, sur la préparation globale, encore une fois, ça dépend des joueurs, tu vois. Je sais que, par exemple, Manu Bevan, lui, il a une approche assez extrême de la préparation, tu vois. Ouais. Et quand on a commencé,
avec le recul, il se rend compte aujourd'hui, et moi aussi, enfin, je lui disais un petit peu à l'époque, je trouvais qu'il en faisait un peu trop. C'est-à-dire justement, il était dans un mode un peu trop extrême de préparation, d'hygiène de vie, tu vois, de sport à fond, à fond, à fond. Et je lui disais, fais juste attention, parce que d'abord, t'es pas là pour être un sportif professionnel, et puis de deux, tu risques à un moment de te burn out, quoi. Tu risques de te cramer un petit peu, à en faire trop. Donc à un moment, c'est vrai qu'il a levé le pied aussi, mais pour moi, je vois pas ça comme un abandon de la préparation. Je vois ça simplement comme un réajustement. À un moment, il a eu besoin de lever le pied pour souffler. Et puis, tu vois, ça a pris quelques semaines. Et puis, c'est vrai qu'il y a réfléchi, on en a reparlé ensemble et tout. Et aujourd'hui, il arrive à un mode de fonctionnement qui lui convient, tu vois. Mais ce qui est clair, c'est que, tu vois, sur les 10 joueurs du team aujourd'hui, franchement, les 10 ont leur façon de fonctionner et il n'y en a pas deux qui sont identiques, quoi. Tu vois, Davidi, par exemple, étant certainement celui qui a le mode de préparation le plus éloigné, je dirais, d'un mode de préparation de sportif de haut niveau, tu vois. Il est Même belge en même si, temps. même s'il a fait lui aussi beaucoup d'efforts quand même, notamment au niveau du sommeil et de l'hygiène de vie en général, tu vois. Bon, c'est pas des trucs que peuvent voir les gens de loin, tu vois, quand t'es pas en rapproché avec le type, mais il a fait à sa façon des efforts aussi, tu vois, et il a amélioré, il a optimisé. Mais c'est clair que bon, bah, tu peux pas comparer ça, tu vois, à un Ludo Laquet qui va courir tous les matins ou à un Manu quand il était en mode MMA et qu'il allait s'entraîner 5 fois par semaine, tu vois. Donc l'idée, c'est vraiment chacun fait un petit peu comme il le sent et comme ça lui convient. Et moi, je suis juste là pour leur dire encore une fois, voilà, si c'est ça qui te branche, voilà ce qu'il y a à ta disposition, voilà ce que tu pourrais faire. Donc voilà, je suis là pour suggérer et puis essayer un petit peu de driver les mecs quand ils décident de s'engager dans une voie ou dans une autre, tu vois. Ok, Ludovic Laquet, justement, qu'on voit justement faire des footings tous les matins, je crois que c'est à Cannes, dans la tête d'un pro. Ouais, non, Il me c'était semble. pas dans la tête d'un pro, c'était pour un sujet qu'on a fait là pour justement pour les World Series là à Cannes. Mais ouais, effectivement, on a été courir le matin, c'était rigolo là. Ouais, ouais, Avec avec Nicolas Lévy qui l'attendait tranquillement à la terrasse. ah oui, si, oui, d'accord, oui, oui, dans la tête d'un pro, oui, absolument. Ouais, ouais, d'accord, ouais, je confonds avec un autre truc, ouais, mais c'est ça. Donc voilà, mais chacun, encore une fois, tu vois, par exemple, Nico, pareil, Nico, il est pas à fond dans l'aspect sportif. Ceci étant dit, il a quand même arrêté de fumer il y a plus d'un an maintenant. Ouais, Il s'est mis au yoga, tu vois. Je veux dire, chacun, encore une fois, à sa façon, mais trouve ses a, clés, ouais. a entrepris des démarches, s'est posé des questions et puis a essayé de voir, ok, qu'est-ce que je peux faire moi pour améliorer. Et encore une fois, moi, je suis pas du tout dans le genre, putain, si tu fais pas 200 pompes par jour, t'es un con et tout ça. C'est pas du tout l'idée. C'est même l'inverse. Mais en revanche, voilà, bah, c'est cool quand Nico me dit, tiens, je crois que je vais me mettre au yoga, ça m'intéresse et tout. Bah, je dis, bah super, tu vois, parce que le type, il opère des changements et il se pose des questions et il se dit comment est-ce que je peux optimiser, tu vois. Ludo, bon voilà, Ludo, c'est un mec qui aime courir, qui a besoin de ça. Aujourd'hui, Ludo, il est en train d'évoluer un petit peu plus vers un petit Oui, peu plus de muscu et de choses comme ça. Mais encore une fois, moi, j'ai jamais clamé qu'il y avait une méthode unique, tu vois, ou un système unique qui allait faire que tu allais être un meilleur joueur de poker. Et puis, j'ai jamais dit non plus que le fait d'être bon en sport voulait dire que tu allais être bon au poker. Mais par contre, j'ai toujours dit qu'une meilleure préparation globale, avec un mode de vie plus sain, avec du sport, avec une meilleure endurance, donc une meilleure capacité à te concentrer pendant longtemps, ben ça, oui, je suis persuadé que sur le long terme, ça aide un joueur de poker de tournoi dont c'est le métier, quoi. Ça, c'est sûr. comme tu l'as dit au début, tu considères le poker comme un sport, hein. Exactement, ouais, exactement. C'est quoi les similitudes entre les deux, justement, entre le sport pur et le poker? Bah alors Hormis bon, la ça, compétition, on l'a signalé ouais, déjà. exactement. Ça, c'est toujours le débat. Bon, clairement, en termes d'activité bon, en termes d'activité physique, c'est difficile de faire l'argument que c'est un sport, ça c'est sûr. Les mecs sont assis sur une chaise pendant 12 heures. Bon, il y a pas, je connais, il y a pas d'autres sports. Enfin, si, peut-être les échecs, ils ont apparenté ça à un sport, mais je crois pas que ça dure aussi longtemps les parties. Le seul aspect, je dirais, physique du poker, où ça pourrait un petit peu ressembler à un sport, mais encore une fois de loin, c'est le fait que l'activité dure très longtemps. Donc ça veut dire que tu as besoin quand même d'être concentré pendant 12 heures. Et moi, en tout cas de mon expérience, je trouve que les mecs qui sont plus en forme, en général, font la différence sur les fins de journée parce qu'ils exploitent beaucoup mieux les erreurs des adversaires qui commencent à être crevés, qui commencent à faire des conneries, à rater des bluffs ou à prendre des mauvaises décisions. Ça, sur le long terme, enfin voilà, je pense que ça, c'est le seul côté qui s'apparente de côté physique, qui s'apparente un peu à un sport. En revanche, tous les côtés pour moi qui s'apparentent vraiment à un sport, bah, c'est tout le côté compétition, gestion de l'effort entre guillemets, tu vois, mais gestion de la compète, gestion, celui-là est essentiel, de la frustration,
Tu vois, parce qu'au poker, je pense que c'est franchement, moi, j'arrive pas à imaginer un sport où il y a autant de frustration que quand tu perds au poker, C'est clair. en ayant mieux joué que l'autre, en ayant pris la meilleure décision et en prenant un bad beat, tu vois. Donc Mhm. ça, c'est vraiment très très dur. Et puis bon voilà, là, toutes les problématiques en fait psychologiques de durée, le fait de voyager, tu vois, le voyage, d'aller de tournoi en tournoi, ça s'apparente grave à des sports individuels. Encore une fois, les enjeux, la compète, le rapport à l'adversaire, le rapport à la victoire, à la défaite, tout ça pour moi c'est du sport tout simplement quoi. Donc voilà. Si c'est Elki qui te parle depuis tout à l'heure sur Skype, tu l'invites, hein. J'ai pas entendu si c'est elle qui dit quoi. Qui te parle sur Skype depuis tout à l'heure. Non, mais je peux pas malheureusement. Ouais, non, j'ai tous les chats du team, de Wina, de toutes les questions et tout ça. Ouais. D'ailleurs, je devrais essayer de couper, mais je suis pas sûr de savoir comment on coupe Ah, les notifications. je t'expliquerai. Donc aujourd'hui, pour toi, quels atouts il faut pour gagner au poker? Quels atouts il faut pour être bon au poker, c'est ça? Ouais, pour gagner, ouais. Pour gagner, je pense que voilà, c'est une longue question. C'est une grosse question. Je pense que le premier truc, je pense que c'est d'avoir des objectifs clairs par rapport à ce qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on joue au poker dans un premier temps. Tu vois, je me rends compte qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont pas capables de te répondre à cette question quand tu leur dis quel est ton objectif quand tu joues au poker. Ça leur vient pas tout de suite. Donc ça, moi, je trouve que c'est un petit peu étonnant, tu vois, que ça leur vienne pas tout de suite, qu'ils soient pas capables de mettre un doigt là-dessus. Et il faut avoir je pense il faut avoir une grande lucidité et une grande honnêteté intellectuelle vis-à-vis de soi-même pour être bon au poker. C'est-à-dire qu'il Ouais. faut accepter de te regarder dans le miroir et d'analyser ton jeu et d'accepter que parfois tu fais des erreurs et qu'il y a certainement des trucs à travailler. Moi, je trouve qu'il y a il y a trop de joueurs qui se réfugient un petit peu derrière la chance, le bad run, tu vois, les good runs, les bad runs, les bad beats, la variance, tout ça. Mhm. Je pense que pour moi, c'est un raisonnement qui est faussé, ça, parce que je pense que quand tu joues au poker, la variance, elle fait partie du jeu, tout le monde le sait, ça a toujours été comme ça, et puis ça changera jamais. Et ça, personne ne peut changer la variance. Je veux dire, c'est clairement pas un paramètre sur lequel on peut influer. En revanche, les paramètres sur lesquels tu peux influer, c'est comment tu la gères, la variance, comment tu te prépares, comment tu joues, tu vois, la qualité de tes plays, toutes ces choses-là, et surtout d'être honnête vis-à-vis de toi-même et de pouvoir te dire, bon, bah là, j'ai perdu parce que j'ai joué comme un con, tu vois, et de la même manière, pouvoir te dire que, ok, t'as peut-être perdu, mais j'ai bien joué, tu vois, et Mhm. dans l'autre sens, c'est important Ouais, aussi ouais. parce qu'il y a aussi un gros aspect de confiance où il y a beaucoup de joueurs qui perdent confiance des fois alors ils sont dans le juste, tu vois, ils sont dans la bonne démarche, Ouais, c'est ils juste un jouent bad comme il run. faut, et c'est juste que voilà, bah, ça c'est la variance, et bon, la variance, c'est pas moi je déteste le terme de chat et tout ça, bon, on a eu pas mal de débats en interne avec le team et tout ça, mais moi le truc de la variance, moi j'ai toujours dit aux mecs, moi si vous venez pour me raconter vos bad beats et les problèmes de variance et tous ces trucs-là, franchement, ça m'intéresse pas, quoi. Je veux dire, ça, vous allez pas le changer. Donc, parlez-moi de trucs intéressants, parlez-moi et essayez de réfléchir de manière constructive à ce que vous pouvez faire pour être meilleur. Mais si c'est pour me parler de variance, ça m'intéresse pas. Allez en parler avec qui vous voulez. Et effectivement, je pense que ça, c'est une évolution qu'il y a eu, en tout cas chez nous, dans le Team Wina, Ouais. depuis que je suis arrivé, c'est que je les ai tellement fait chier, les mecs, avec ça, en leur disant, moi, je veux pas entendre parler de variance et je veux que plutôt que vous réfléchissiez de manière constructive sur ce que vous pouvez faire et au lieu de réfléchir sur des trucs sur lesquels vous avez absolument aucun contrôle, et ben je trouve que tout a évolué dans le bon sens en tout cas depuis quelques années. Donc voilà, en Le- gros, bon, il y a certainement encore plein d'autres choses, tu vois, mais je pense, voilà, l'honnêteté avec soi-même, je pense elle est vraiment primordiale, tu vois, être objectif par ouais. rapport à ce que tu fais. Hein. Le terme de chatard, c'est Patrick Bruel hein, qui l'a amené dans le team Winamax. Hein. Quand il C'est joue pas, face à Michel Abécassis online ah et ouais, que il dit mais ce comment on fameux. dit chatard. Donc s'il y a quelqu'un à en vouloir, c'est à lui. Hein. Si tu tires les oreilles, c'est lui qu'il faut tirer les oreilles. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Faudrait que j'appelle Patrick, qu'on en discute. Quel conseil tu pourrais donner à un joueur qui débute? Un joueur qui débute, ben, encore une fois, je pense que le premier truc, c'est, pour moi, si tu apparentes le truc à une discipline, il y a quand même une vraie notion de technique dans ce jeu. Bon, ça, encore une fois, ça peut être un débat avec certaines personnes, mais moi, je pense qu'il y a une notion technique. Je Ouais. pense que si tu débutes au poker et que première chose, quand tu débutes, c'est de savoir ce que tu as envie de faire au poker, d'accord? Est-ce que tu as envie d'être un joueur
Créatif, tu veux jouer une fois par semaine, tu veux jouer 2 fois par semaine, est-ce que tu as envie de gagner de l'argent en jouant au poker, est-ce que tu as envie de jouer au poker pour te faire plaisir? Ça, c'est le premier truc, c'est d'abord définir pourquoi tu joues ça. Ouais. Et ensuite, si tu décides de prendre le truc un petit peu sérieusement, bon, il y a aussi plein de joueurs amateurs et récréatifs qui s'intéressent au jeu et qui ont envie de le faire sérieusement, tu vois, donc ça, c'est pas un souci. Mais si tu décides de le faire d'une manière un peu sérieuse, et ben, se donner les moyens, c'est-à-dire aller chercher du contenu, aller t'instruire, aller t'informer, lire des bouquins, aller sur des forums et tout ça, et puis apprendre, quoi, tout simplement, parce que bon, il y a quelques joueurs qui ont réussi complètement en étant autodidactes, tu vois, à se construire, etc. Mais bon, la vérité, c'est que sur le long terme, aujourd'hui, je pense qu'il existe assez de documentation et de littérature sur le poker pour au moins acquérir les vraies les notions fondamentales et puis pas faire n'importe quoi complètement depuis le début et partir avec des bases saines pour pouvoir évoluer et devenir le joueur que chacun va devenir, tu vois. Donc ça serait ça, mais ouais, fixer ses objectifs et puis apprendre les notions fondamentales, voilà. Ok. Bah, c'était ma dernière question. On va passer, si tu veux, à l'interview Roland Garros. Putain, ouais. Ok. Alors, on a une similitude. On est nés tous les deux en 73. Ouais. T'es né en avril, je crois. C'est ça, le 27 avril. Je suis né début mars. Donc Ouais. voilà, l'année de notre naissance, qui gagnait les internationaux de tennis de France? En 73, Ouais, simple monsieur. Ouais. je vais dire. Putain, celle-là elle vient de loin, je vais dire Nastase. Elie Nastase. Ouais. Ouais, bien joué. Yes. En 74. Ah là, t'es dur. Bah, 64, non, si, c'est Borg en 74. 75. Reborg. Oh, bien joué. Mais t'as un truc sous les yeux ou pas? Non, bah non, rien. D'ailleurs, mais attends, mais bouge pas, je devrais mettre Google en plus. J'ai même pas lancé Non, Google. non, 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 triche pas. Non, non, je triche pas, j'ai pas triché. En 76, ce sera plus dur peut-être là. On est en quelle année? 76, mais Borg, il a gagné 5 fois de suite. Donc s'il a fait 74, 75, 16, 17, jusqu'à 78, normalement, c'est Borg, non? Non. Ah merde. Non, non, il y a un piège. Ah, là, il est plus dur, il est plus dur. Il n'y a pas Petchi qui a gagné une année? Non. Non, c'est plus tard, ça. C'était dans les années 80. Euh... Panata. Putain, je pense à Panata, mais j'ai l'impression que c'était C'est plus. lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Il y a un piège. On va arrêter ta torture, c'est lui. C'est Adriano Panata. Ah, c'était Panata, ouais. Ouais, C'est ça. ouais. En Ça, 70. c'était en 76, ok. Ouais. En 77. Alors, bah là, Reborg, non? Non. Putain. Un grand joueur aussi. Ah ouais, bah oui, ça c'était surtout un pionnier, quoi. Un mec qui a vraiment qui a changé le jeu. 77. Bon, bah Reborg. Guillermo Villas. Ah putain, ah ouais, alors ça c'était Raté. la période où ça devenait très chiant de regarder Roland Garros là. Les finales Borg-Villas, tu t'endormais au bout de 3 heures. Donc après, tu l'as dit, il l'a pas gagné 5 fois, c'est 4 fois de suite. Hein. Ah, c'est 78, 4 fois, ouais, c'est Wimbledon 79, 5 fois, ouais, 80, c'est ça. 81. Ouais. Donc on va les passer. 82. Alors attends, C'est le début du 82, nouvel ère là. je sais, 82 c'est Wilander, parce que Wilander il a fait 82, 85, 88. Bon, bah, je vais éviter de te poser celle-là parce que t'as encore raison. T'as bon aux questions, il n'y a pas de problème. 83. 83 Yannick, attends. Ah, je me suis dit, il va quand même pas se planter là. Bah non, bah là, Déjà, vu que tu réponds aux autres, c'est impossible que tu te plantes là. non, je vais remonter pas mal, mais c'est bizarrement, c'est à partir de 90, 95, ça va être compliqué. Mais 84, c'était Lendl qui a battu McEnroe à la finale où j'ai chialé parce que McEnroe c'était le one shot de sa life. Ouais. 85, donc j'ai dit Wilander. 86, ça doit être Lendl. Ouais, tout à fait. 87, ah putain, 87, j'ai un doute, mais ça c'est sûrement Lendl. J'ai plus trop là, 87. C'est Lendl. C'est Lendl, 88 Wilander, 89. C'est l'année où Ah, celui-là m'a marqué. Chang bat Edberg en finale. Ouais, celui-là était énorme. Cette finale était vraiment énorme. Ouais, 90, alors là ça devient compliqué. Putain, 90, il y avait. Ah, Après, c'est l'époque Jim Courier et Bruguera, tout ça là. Mais 90, Ouais. c'était Courier contre Agassi, non? Non, 90, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui sent justement Agassi. Et Ah oui, c'est le gaucher, là, l'équatorien. Là, Voilà, c'est le seul qui Ah, n'est pas. ça va me venir. Faut que je retrouve son nom, merde. Le gaucher équatorien, putain, il y en a qu'un. Ah, je vais pas me souvenir de son nom, dis donc. C'est triste quand même, parce que alors, lui, il était fort aussi. Il avait un jeu incroyable. Andrés Gomez. Andrés Gomez. Donc après, tu l'as dit, c'est Jim Courier pendant 2 ans. 91 Courier, 92, après 93, 94 Bruguera, Ouais, tout à fait. 95 Mouster, Bien joué.
96, putain, 96, c'est peut-être encore. Il a gagné 2 ans de suite, Je vais Moussa. t'aiguiller. Non. Et c'est un russe. Kafelnikov. Tout à fait. 80, alors c'est là que ça se complique après, là je commence à être perdu. 97. Alors attends, après Je t'arrête aux Kafel, années 2000. On va pas faire tout le tennis. Mais... Putain, alors attends, 97, je sais que 98, il me semble que c'était Costa contre. Non, il y a Kurten à un moment là. Kurten 97. Tout à fait. T'es incollable. Je suis pas trop mal, hein. Ah, pas mal, ah oui, c'est Bah clair. non, mais là c'était des années où je jouais encore moi, tu vois aussi. Donc bon, je suivais quand même plus l'actualité qu'aujourd'hui quand même. 98 98, bah, je crois que c'est Albert Costa qui est déjà. Non. C'est ça? Non. Ah merde. 98, alors attends. L'espagnol. Bah, c'est pas Costa contre Correggia? Non. Merde alors. Carlos Moya. Putain, Moya, bah ouais. En plus, c'était plus le Moya. 99 99, c'est Dédé, Agassi, bien entendu. Ouais. Celui qu'on a tous admiré. Et 2000, pour finir. Ah, putain, je vais caler sur 2000. 2000, c'est pas Kurten qui regagne? C'est Kurten qui regagne, exactement. Putain, Qui scelle son amour, son histoire d'amour avec Roland Garros. Ouais, Kurten, fabuleux. Donc, un grand. je pensais te planter quand même un petit peu sur le tennis. J'ai raté. Alors, du coup, je vais être obligé de te faire une petite interview WSOP. Alors, attends, je t'ai perdu. Donc, tu disais que tu pensais me planter sur tennis, mais que t'allais me faire quoi à la place? Et l'interview WSOP. Ok, oula. 2012 Qui c'est qui a gagné en 2012? Tu te souviens? Putain. 2012, c'est Pew Science, non? Non. C'est un Merde, pote, pote à Phil Ivey. Ah oui, Attends, putain, là, je les mélange. C'est du Hamel? Non, c'est pas du Hamel. Je me suis dit que ce serait plus difficile là, quand même. Putain, le problème, c'est ça, c'est que... Alors, attends. Il y a eu Pew Science, c'était 2011, alors? 2011, tout à fait, ouais. À 2012... putain. Bah, écoute, c'est triste, mais je vais pas faire. Greg Merson. Craig Merson. Ouais, tu vois, je connaissais le nom, mais j'aurais pas su trouver. Là. En 2010 Alors, Pew Science, avant Pew Science, c'était... du Hamel. Tout à fait. En 2009 Le plus jeune joueur de l'histoire 2009, il y a eu... a remporté un main event. Tu peux me dire la nationalité ou pas? Il est américain, il me semble. Il est américain. Il n'a pas un nom américain. Ah oui, 2009, c'est Joe Cada, non? Tout à fait. Et l'année d'avant, c'était le plus jeune joueur, mais Joe Cada l'a battu en limite d'âge. En 2008. Lui est anglais. En 2008, mais putain. Son nom est anglais en fait. Ouais, si, je crois qu'il est anglais. Ouais. Je sais plus. Peter Eastgate. Non, il est danois, Eastgate. Il est danois? Ouais. Il est effectivement, mais... 2007? Ah, ça va se compliquer, je pense. Voilà, ça devient dur. Putain, je suis nul en fait. T'es meilleur en tennis en fait. Hein. En 2007. Bah, non, bah, après, tu prends du tennis quand j'étais actif joueur. Si tu me demandes genre les victoires de Roland, tu vois, les mêmes années. Mais c'est pour ça que j'ai pris à l'envers en fait. Je pense que ça serait catastrophique. J'ai fait exprès, j'ai pris à l'envers. 2007. Alors, attends, on arrive vers dans HM, c'était 2000. On est peut-être pas loin de HM. C'était 2005 HM, je pense. 2005 HM, tout à fait. 2007. 2006, 2007, putain. Jerry Yang. Ah ouais, lui, attends, lui, c'est impossible, le mec, il a fait un tournoi dans sa vie. J'allais jamais me souvenir de lui. Ouais, bah celui de 2006 aussi, hein, on en a plus jamais entendu. Jamie Gold, bah, si, ouais, Jamie Gold, on a plus jamais entendu parler après. Hein. Ouais, bah non. Non, mais bon, lui aussi, t'en as entendu parler parce qu'il s'est un peu ridiculisé, entre guillemets. Tu vois, il est quand même resté dans le monde du poker, mais le Jerry Yang, là, c'était une suivante. Un ovni. C'était un peu ouf. En 2004 Gary Reimer. Ouais, et en 2003 Et en 2003, Moneymaker. Ouais, tout à fait, celui qui a fait exploser le poker sur Internet. Ouais. Bah voilà. J'en ai raté quelques-uns quand même. Ouais, non, comme je dis, t'es meilleur au tennis, y'a pas de problème. Ouais, je te confirme, je suis même meilleur au tennis qu'au poker en joueur.
moi j'ai rien dit, je me serais pas prononcé, je t'ai pas vu jouer. Non, mais je te rassure tout de suite. Tu peux le dire. Pas de souci. Ok. Bah voilà, je te remercie d'avoir répondu à l'invitation, c'était super gentil à toi. Bah écoute, avec plaisir, c'était très sympa. Et puis bah on va se dire à mardi prochain, Ok. si les gens le veulent bien. Bah Et écoute, puis, à et très puis bientôt, et puis pourquoi pas à une autre fois avec vous. sans problème, tu reviens quand tu veux, c'est ce que je dis à tout le monde à la fin de l'émission. La porte elle est ouverte, tu frappes, on t'ouvre, y a pas de problème. Tu veux pousser un coup de gueule, tu veux parler d'un truc, y a un truc qui t'a dérangé, viens à l'antenne, y a pas de souci, on t'offre la parole. D'accord, super. Bah écoute, c'est noté. T'as l'adresse maintenant. Super. Allez, une bonne soirée à toi Merci, bonne soirée à vous tous. et une bonne soirée aux auditeurs. À bientôt. Bye bye. Poker XY Showdown et le monde du poker s'offre à vous.